Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il restera comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. À 38 ans, l'Espagnol Rafael Nadal a pris sa retraite sportive le 19 novembre. Au cours de sa carrière, il aura remporté 22 titres du Grand Chelem. C'est 2 de moins que Novak Djokovic, toujours en activité, et 2 de plus que son ami Roger Federer. Mais au-delà des chiffres, Rafael Nadal était très apprécié sur le circuit. Un journaliste du service des sports du Parisien a suivi sa carrière depuis le début ou presque, Éric Brunat. Dans Code Source, aujourd'hui, il nous raconte pourquoi Rafael Nadal était à ses yeux unique et attachant. Éric Brunat, ces 2 dernières années, Rafael Nadal a enchaîné les blessures. C'était 2 années de galère où il a vraiment très peu joué sur le circuit, où il a tenté comme il pouvait de revenir. En 2023, la mort dans l'âme, il a dû renoncer à Roland-Garros et on pensait même que ça serait la fin de sa carrière parce que lui-même disait employer beaucoup de conditionnels et vraiment est passé par des phases où il pensait que c'était terminé. Et puis il a fait durer tant qu'il pouvait. Tant qu'il a eu cette impression qu'il pouvait encore gagner, il a continué. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis professionnel. Le jeudi 10 octobre, il annonce qu'il va prendre sa retraite après la phase finale de la Coupe Davis, phase finale disputée par l'Espagne à domicile, à Malaga, entre le 19 et le 24 novembre. Quelle est l'idée à ce moment-là ? Que ce rendez-vous a une importance vraiment particulière pour lui parce que Nadal est très attaché à son pays. Il a gagné 4 fois la Coupe Davis avec l'Espagne. C'est quelqu'un qui a toujours défendu le maillot. Avant d'arriver à Malaga, il a joué 30 simples avec l'Espagne. Il en a gagné 29. Donc il a vraiment un attachement viscéral à la Coupe Davis. Et en plus, c'est l'occasion de finir en apothéose devant son public, devant sa famille, devant ses amis. Bref, ça peut être la sortie idéale. Éric Brunat, vous suivez le tennis au Parisien depuis le début des années 2000. Vous écrivez sur Rafael Nadal depuis précisément 20 ans. Vous allez nous raconter comment s'est passée cette fin de carrière à la fin de ce podcast. Mais d'abord, vous allez nous raconter pourquoi, d'après vous, Nadal restera comme un joueur unique sur les courts mais aussi en dehors. Et ce qui vous frappe, c'est son humilité. C'est quand même un des plus grands champions de l'histoire du sport, tout sport confondu. Et finalement, ça restera jusqu'au bout le petit gamin qui vient de l'île de Majorque, qui a reçu certaines valeurs, qui aime aller pêcher, qui aime faire du bateau, qui aime être avec ses amis. Si vous allez parler avec des employés de Roland-Garros, avec des secrétaires, avec les chauffeurs des véhicules, avec tous les gens qui gravitent autour du tournoi, avec les ramasseurs de balles, avec les arbitres, avec tous les corps de métier, ils se souviendront pas forcément des balles de match ou des victoires de Nadal. Ils se souviendront que Nadal, c'est quelqu'un qui arrivait, qui disait bonjour à tout le monde, hola, que tal, qui allait saluer le moindre employé dans n'importe quelle salle. Et quand il vous passait devant et qu'il avait oublié de vous dire bonjour parce qu'il avait la tête ailleurs ou parce qu'il pensait à quelque chose, il faisait demi-tour et il revenait s'excuser. Et il ne se plaint jamais. C'est d'ailleurs un peu le leitmotiv de Nadal dans toute sa carrière, c'est que s'il se passe quelque chose, ça sera sa faute et pas la faute du matériel, de l'entourage, de la météo, du stade ou de ce que vous voulez. Il est aussi très fidèle à son entourage, il travaille avec la même équipe depuis le début et il est fier de n'avoir viré personne, pour reprendre ses mots. Parce qu'il marche à la fidélité, à la confiance. Que ce soit pour son entourage, son staff proche, ses sponsors aussi qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Donc son oncle Tony l'a entraîné pendant une très grande partie de sa carrière. Et quand Tony a passé la main, il a passé la main à Carlos Moya. Et Carlos Moya, c'est un peu le grand frère de Nadal. C'est quelqu'un qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné Roland-Garros et qui vient de l'île de Majorque aussi. Et il marche comme ça. Et le dernier qui a rejoint le clan en bout de carrière, c'est Marc Lopez. Marc Lopez, c'est un ami à lui avec qui il jouait le double, avec qui il a gagné les Jeux Olympiques en double. Et voilà, ça marche comme ça. C'est un clan qui reste toujours très uni. Et donc, c'est son oncle Tony qui l'a entraîné depuis son plus jeune âge et il l'a entraîné à la dure. Il a entraîné à la dure. Alors là, je vais vous citer une phrase du livre de Rafael Nadal, son autobiographie, qui dit « Il me mettait une pression très forte, usait d'un langage brutal, criait souvent, j'avais peur de lui ».
Mais ça a marché parce que Tony avait aussi quelques ressorts, c'est-à-dire il jouait un peu avec les peurs du petit enfant. C'était un peu le grand méchant loup va venir te manger, quoi. Il aimait le frustrer en lui mettant des balles, en le faisant jouer avec des balles totalement pourries pour l'entraîner un peu à la dure. Enfin, il a eu quelques méthodes un peu iconoclastes, mais qui ont franchement très bien fonctionné. Et c'est avec Tony Nadal qu'il commence à jouer de la main gauche, alors qu'il n'est pas vraiment gaucher à la base, c'est ça ? Alors, il n'est pas gaucher du tout. Dans la vie de tous les jours, il est droitier. Il écrit de la main droite, il fait tout de la main droite, mais il joue au tennis de la main gauche. Parce que quand il a commencé à jouer, il tenait sa raquette à deux mains. Donc, il était impossible de savoir de quel côté était son coup droit et de quel côté était son revers. Et pendant quelques années, il a joué comme ça, et à un moment, il a fallu faire un choix. Et Tony Nadal a estimé que c'était du côté gauche qu'il arrivait à frapper le plus fort dans la balle. Donc, ils ont opté pour faire le coup droit côté gauche, donc avec la main gauche, et le revers de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il est devenu gaucher. Et c'est un avantage, ça, d'être gaucher sur le tour ? Alors au départ, ils ne l'ont pas fait pour ça, mais sur le tour, il faut savoir qu'il y a 15% de gauchers. Donc ça veut dire que quand on est droitier, la plupart du temps, on rencontre des droitiers. Donc on a des schémas de jeu, on a des tactiques adaptées en fonction d'un adversaire droitier. Nadal, il est aussi connu pour ses tics, ses petites manies. Alors ces petites manies, on peut dire ces grosses manies. Nadal, c'est quelqu'un qui est bourré de tics, qui est bourré de routines, qui est bourré de rituels. Nadal, c'est les 2 petites bouteilles soigneusement alignées devant le banc. Nadal, c'est tout un rituel avant de servir, à se tirer le slip, à se tirer le polo, à se remettre les cheveux en place, à se toucher le nez. Nadal, c'est quelqu'un qui ne touche jamais les lignes, sauf pendant le jeu, donc il essaie soigneusement d'éviter les lignes, par superstition. Ou par exemple au changement de côté, il laisse toujours passer son adversaire en premier pour regagner le banc. Voilà, c'est un tas de petites choses qui font Nadal. Vous l'avez dit, il est toujours resté humble tout au long de sa carrière, mais quand il est sur le court, il est extrêmement concentré sur chaque coup. Il est pareil à l'entraînement, pareil en match, pareil du 1er janvier au 31 décembre. Il met la même intensité dans chaque balle. C'est-à-dire que si vous regardez un match de Nadal sans le score affiché à l'écran, vous ne pouvez pas savoir si c'est le premier point du match ou si c'est la balle de match de Roland-Garros. Il met exactement tout dans chaque point comme si c'était le dernier, tout le temps. C'est un joueur qui a particulièrement souffert tout au long de sa carrière à cause d'une maladie génétique. Alors il a souffert de beaucoup de choses parce qu'il a eu beaucoup de blessures, il a été cassé d'un peu partout, il a gagné 22 grands chelems mais il en a manqué presque autant parce qu'il ne pouvait pas jouer. Mais effectivement, depuis l'âge de ses 18 ans, il souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Müller-Weiss au pied gauche. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est une dégénérescence de l'os du pied. Donc c'est une maladie incurable qui lui occasionne des douleurs chroniques très très fortes et qui l'ont obligé, notamment ces dernières années, à jouer le plus souvent sous anti-inflammatoire, enfin à faire de gros sacrifices sur son corps. Éric Brunat, vous partez en reportage sur son île Majorque en avril 2004. Il est déjà à ce moment-là l'un des favoris de Roland-Garros, mais sur place, vous êtes face à l'un de ses oncles quand son portable sonne. C'est Raphaël au téléphone qui lui apprend qu'il s'est blessé et qu'il sera forfait pour Roland-Garros. Finalement, c'est donc l'année suivante, en 2005, qu'il dispute pour la première fois les internationaux de France et il se distingue d'abord par son look. C'est pas le classicisme de Wimbledon tout en blanc avec le polo à petit col. Il débarque avec un pantacourt blanc. Alors déjà, le pantacourt en tennis, c'est quand même assez rare. Un t-shirt sans manches, donc un bon Marcel vert fluo. Le bandana, les cheveux super longs. Donc c'est vraiment, on est à la limite de la bande dessinée, quoi. C'est presque une caricature. Le jeune homme des Baléares prend l'avantage pour mener de 7-1. Mais Puerta ne veut pas abdiquer, il se procure 3 balles de 4e manche. Nadal les sauve toutes avant de s'imposer 6-7, 6-3, 6-1 et 7-5. Rafael Nadal reçoit la Coupe des Mousquetaires des mains de Zinedine Zidane. Comme Mats Wilander en 82, Rafael Nadal remporte les internationaux de France dès sa première participation. Son règne ne fait peut-être que commencer. Dans les premières années, il n'est pas vraiment aimé du public parisien. Alors il est apprécié au début comme la surprise qui avale tout sur son passage, mais c'est vrai qu'il commence à gagner en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, et ça commence un peu à faire beaucoup. Et va se greffer là-dessus l'amour du public français pour Roger Federer, qui est quand même Roger Federer, donc qui est suisse, il y a une proximité géographique. Roger Federer, il est francophone. Roger Federer, il fait rêver tout le monde.
Et quelque part, le public a envie de voir Federer gagner une fois dans sa vie Roland-Garros. Federer n'attend qu'une chose, c'est gagner une fois dans sa vie Roland-Garros. Et on se dit que tant que Nadal sera sur le circuit, jamais il ne va y arriver. Jusqu'en 2009, où en 2009, à la fois blessé au genou, perturbé par des problèmes personnels, le divorce de ses parents, Nadal va tomber à Roland-Garros. Il va être éliminé en 8e de finale par le Suédois Robin Söderling. Ce qui va être la voie royale pour permettre à Federer, enfin, de gagner une fois dans sa carrière Roland-Garros. Après l'épisode Federer, il regagne en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Et là, le public le voit quand même d'un œil différent parce qu'il se rend compte aussi de la portée de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Il va quand même subir un soupçon de dopage. Alors à la même époque, éclate en Espagne un grand scandale de dopage, donc qui touche tous les sports, notamment le cyclisme. Et le nom de Nadal a été plus ou moins, parce qu'il n'y a jamais eu aucune preuve, a été plus ou moins évoqué dans ces affaires. Et en France, c'est une période où les Guignols de l'Info, qui était une émission satirique sur Canal+, l'avaient pris pour cible. Et donc il y avait le personnage bodybuildé de Nadal avec des seringues dans tous les sens, qui à l'époque représentait le dopage. La ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, ne s'était pas contentée d'une allusion, avait carrément fait une déclaration en disant qu'on savait très bien pourquoi Nadal avait été absent du circuit quelques mois pour une prétendue blessure, c'est parce qu'en fait il purgeait une suspension. Donc Nadal l'a attaqué en diffamation et il a gagné quelques années plus tard ce procès. Mais c'est vrai que ça a contribué pendant quelques années à brouiller un peu cette image. Il a donc remporté 14 de ses 22 titres du Grand Chelem à Paris. Il y a depuis 2021 à Roland-Garros une statue d'acier de 3 mètres de haut à son effigie, bouche ouverte, juste après un coup droit. Éric Brunat, on a choisi d'évoquer quelques matchs mythiques de Rafa, comme il est surnommé dans cet épisode de Code Source. Le premier, c'est le 8 juin 2008. Il corrige Roger Federer en finale de Roland-Garros. 6-1, 6-3, 6-0, 1h48 de jeu. Quelques semaines plus tard, les deux hommes se retrouvent en finale à Wimbledon, au sud de Londres, et le match est beaucoup plus disputé. C'est un match qui est resté dans l'histoire du tennis, une des plus grandes finales de l'histoire du tennis. Voilà, Rafael Nadal a perdu les 2 éditions précédentes de Wimbledon en finale contre Roger Federer. Donc on est un peu dans le cas inverse de Federer à Roland-Garros, c'est-à-dire que Federer est celui qui empêche Nadal de gagner Wimbledon. Donc Nadal débarque fort de son titre à Roland-Garros, où il a écrasé Federer, ce qui trotte un peu dans la tête du Suisse d'ailleurs, et va gagner les 2 premiers sets. Donc là on pense que ça y est, il a renversé toute la situation, et il va peut-être même gagner en 3-7 tellement il domine la rencontre. Et puis le rapport de force inverse. Federer gagne le 3e set, gagne le 4e set en sauvant une balle de match. Il pleut sur Londres, le match est interrompu 2 fois. Donc il a commencé en milieu d'après-midi et la nuit tombe. Et le match dure toujours. On se retrouve au 5e set. On est à 7 partout au 5e set. Là, il fait carrément nuit. Et on se demande comment les 2 joueurs voient la balle. Dans les tribunes, honnêtement, on a du mal à la distinguer. Et là, Nadal va réussir, au bout de la nuit, à gagner 9-7. Donc il bat Federer 9-7 au 5e set vers 21h30 à Londres un dimanche soir. Et ensuite il y a ces images inoubliables où on le voit partir en courant. Donc faut savoir que Wimbledon, il y a une certaine tradition, c'est un peu le temple du tennis. Et là donc on a Nadal toujours avec son pantacourt blanc et son t-shirt blanc qui part en courant escalader les tribunes pour aller embrasser sa famille, ses proches, et qui ensuite court sur le toit de la coursive de Wimbledon pour aller poliment saluer le roi d'Espagne et le remercier d'être venu assister à son triomphe. En 2017, le 29 janvier, Nadal et Federer se retrouvent en finale de l'Open d'Australie à Melbourne, à un moment où ils étaient tous les deux donnés finis. À ce match de Melbourne, c'est vraiment l'histoire d'une double résurrection. Nadal, ça fait 2 ans qu'il galère et qu'il ne retrouve pas son niveau, qu'il n'a pas gagné Roland-Garros. Et Federer, ça fait des mois qu'il se bat contre son genou, il a été opéré et il a 36 ans et on pense que sa carrière est finie. Et là, on a 2 phénix qui arrivent en finale de Melbourne, qui vont faire un match énorme en 5-7.
qui va être remporté par Federer. Mais c'est Nadal qui demande le challenge et vous vous rendez compte? Il lui en reste qu'un seul de challenge. Elle est annoncée sur la ligne. Le coup droit de Federer est annoncé sur la ligne. Et c'est gagné. Ça touche. Oui, ça touche. Mais finalement, à la limite, peu importe le vainqueur, tellement c'était extraordinaire de voir ces deux joueurs-là se retrouver à un tel niveau, à un tel moment de leur carrière. Et à la fin du match, Federer a cette phrase qui veut tout dire. En tennis, malheureusement, il n'y a pas de match nul. Mais si aujourd'hui il y avait eu un match nul, j'aurais aimé partager cette victoire avec Rafa. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept the draw tonight and share it with Rafa, really. Plus proche de nous, le dimanche 30 janvier 2022, Rafael Nadal signe son retour à 35 ans. Il est une nouvelle fois en finale de l'Open d'Australie, cette fois face au Russe Medvedev. En 2022, on est en pleine période Covid. Et Novak Djokovic, qui n'est pas vacciné, se fait refouler du territoire australien. Et donc on se retrouve sur ce tournoi avec un Rafael Nadal plus ou moins revenant, mais absolument pas parmi les favoris, qui va tranquillement arriver en finale contre Daniil Medvedev. Et là on se dit qu'il a quand même atteint son plafond. Il se retrouve mené 2-7 à rien, 2-3 et 0-40 dans la troisième manche. Autant dire que le match est quasiment fini. Nadal, de 0-40, il va revenir, il va faire le jeu, il va gagner le troisième set, il va gagner le quatrième set, et à la fin, il va gagner le match. C'est phénoménal! C'est fait pour Nadal! Incroyable! Il devient le plus grand en Grand Chelem, 21e titre du Grand Chelem pour Rafael Nadal, qui remporte son deuxième Open d'Australie. Il a passé tout son temps à avoir l'habitude de s'allonger quand il gagnait, souvent il s'allongeait sur le court et tout. Et là, pas du tout, il reste debout, il prend sa tête dans ses mains. Il a ce regard incrédule, il regarde tout son clan et là il mesure l'incroyable chemin qu'il vient de parcourir pour avoir cette victoire improbable. Eric Brunat, la même année, le dimanche 5 juin, Rafael Nadal est à nouveau en finale de Roland-Garros. Il vient de fêter ses 36 ans, 2 jours plus tôt. Il joue ce Roland-Garros avec un pied gauche totalement anesthésié. La douleur est tellement forte qu'il est obligé d'avoir recours à des anesthésiants avant de jouer parce que sinon il ne serait pas capable de la supporter sur le court. C'est-à-dire que quand il sort du court, il n'arrive plus à marcher. Donc ce Roland, c'est à la fois le Roland du miracle et le Roland où on se dit mais jusqu'où on peut pousser son corps. Il joue en demi-finale contre l'Allemand Alexander Zverev. C'est un début de match d'un niveau hallucinant, presque miraculeux pour Nadal. On se dit que jamais il va s'en sortir. Et sur ce match-là, c'est Zverev qui va se tordre la cheville et qui va abandonner. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose au-dessous de lui. Et là, Nadal arrive en finale face au Norvégien Casper Ruud. Sans faire injure à Casper Ruud, c'est quand même pas un adversaire d'un calibre énorme à ce moment-là d'un tournoi. On sait que Nadal va être favori. En plus, Casper Ruud s'est entraîné longtemps à l'Académie Nadal en Espagne, donc il lui voue une admiration sans borne. Et il y a cette image, on est dans les vestiaires, on a Nadal qui fait comme d'habitude des allers-retours en courant comme une bête féroce, là, comme un fauve en cage qu'on va lâcher. Et on a Casper Ruud, on dirait un petit écolier qui attend devant sa classe pour rentrer. Donc il y a son sac à la main qui est tout penaud, qui regarde passer Nadal. Et là on se dit, mais effectivement, il est battu avant même d'aller sur le court. Et quand on rentre sur le central, il n'y a pas de match. 6-3, 6-3, 6-0, c'est donc son 22e sacre en Grand Chelem. Eric Brunat, tout au long de sa carrière, Rafael Nadal n'a jamais cassé une raquette, alors qu'on a souvent vu des joueurs casser des raquettes quand ils étaient énervés. C'est rare ça pour un joueur ? Ah, c'est pas rare, c'est juste exceptionnel. C'est impossible de penser qu'il a pu se contenir et ne pas tomber dans la facilité de jeter son matériel ou de s'en prendre à sa raquette quand quelque chose n'allait pas. Mais ça aussi, c'est le fruit d'une vraie éducation et de toutes les valeurs qu'il a apprises en étant petit. En revanche, si vous parlez notamment à Andy Murray, qui s'est fait un plaisir de raconter l'anecdote, il a cassé des manettes de PlayStation dans tous les hôtels du monde. Parce que, effectivement, en jouant à FIFA sur la console avec notamment l'Argentin Juan Monaco, qui était un de ses meilleurs amis, donc il jouait à deux contre les autres joueurs du circuit, et là, il avait beaucoup plus de mal à contenir ses émotions. Il a gardé le même fournisseur de matériel, Babolat, pendant toute sa carrière, donc 1250 raquettes livrées, aucune cassée. Et en 2019, quand il s'est marié, il a invité le représentant de cette marque avec qui il a créé des liens.
Nadal, on peut pas dire qu'il travaille avec des gens. On va dire il collabore. Enfin, il n'a pas un rapport d'employeur-employé avec les gens avec qui il a collaboré. Donc, il a construit, par exemple, avec Babola, une relation de confiance. Donc, il se retrouve à organiser son mariage, qui était pourtant pas un mariage très people. Enfin, il y a eu très peu de photos. C'était pas un grand mariage avec des milliers de personnes. Mais au moment de faire la liste et de voir les invités, il regarde les gens qui ont pu compter au long de sa carrière. Et effectivement, il envoie un WhatsApp au directeur compétition de Babola en lui disant « Je te préviens, je vais t'envoyer un carton d'invitation. Tu es le bienvenu à mon mariage, etc. » Et c'est vraiment une marque qui l'a vraiment touché. Eric, on en revient au début de cet épisode de Code Source et à la phase finale de la Coupe Davis en Espagne à Malaga. Quart de finale du 19 au 21, demi les 2 jours suivants et finale le dimanche 24 novembre. Le 19 novembre, l'Espagne joue donc les Pays-Bas. Avant l'événement, Roger Federer lui écrit une lettre. Federer qui est retraité du tennis depuis 2022, grand rival et ami de Rafael Nadal. Que dit-il dans cette lettre ? Une lettre d'hommage parce que les deux sont proches, parce que les deux sont indissociables dans l'histoire du tennis, dans le cœur des fans, parce que Nadal, quelque part, a fini sa carrière le jour où Federer a pris sa retraite. Parce qu'il y a 2 ans à Londres, quand Federer s'est arrêté, Nadal a dit lui-même « c'est une part de moi-même qui s'en va aujourd'hui ». Parce qu'il y a cette image qui restera dans l'histoire du tennis où ils sont tous les deux main dans la main et en larmes en train de regarder l'hommage à Federer sur l'écran géant de l'O2 Arena de Londres. Donc Federer a écrit une lettre pour le remercier de lui avoir toujours donné cet amour du jeu, de s'être autant dépassé. Parce que finalement, si Federer a duré et s'est renouvelé et s'est dépassé, c'est grâce à Nadal, parce qu'il avait Nadal en face. Donc il lui dit à quel point c'était un honneur et un bonheur d'avoir partagé le court avec lui toutes ces années. Eric Brunat, vous avez préparé votre déplacement à Malaga 1 mois plus tôt. Vous avez prévu d'arriver le jeudi. Personne ne voit l'Espagne perdre face aux Pays-Bas, notamment grâce à sa nouvelle star, Carlos Alcaraz. Mais le mardi 19, l'entraîneur espagnol aligne Nadal dans le premier simple. Et c'est un très mauvais choix tactique. On n'a pas vu Nadal. Nadal, et c'est normal, manque de tout. Manque de rythme, manque de compétition, manque cruellement de déplacements latéraux, donc ne peut pas totalement se bouger. Fait les mauvais choix tactiques parce que manque d'habitude. Joue des balles beaucoup trop courtes. Donc on peut dire que tout ce qu'on redoutait, finalement, arrive en un seul package. Nadal perd ce premier simple. Carlos Alcaraz gagne le second. Mais ensuite, les Espagnols s'inclinent en double. L'Espagne est éliminée de la Coupe Davis. La carrière de Rafael Nadal est finie. Décrivez-nous ce que vous voyez à la télévision du coup. Voilà, il est minuit passé. L'Espagne est éliminée. On donne un micro à Rafael Nadal pour un hommage forcément galvaudé parce qu'en fait, rien n'était prévu. Tout le monde, y compris Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray. Tout le monde avait plus ou moins prévu de venir pour le week-end pour lui rendre un hommage à la hauteur de sa carrière. Et là, on se retrouve la nuit de mardi à mercredi avec David Ferrer, qui est le capitaine de l'équipe d'Espagne, qu'on va inventer comme porte-parole de l'ensemble du monde du tennis pour lui dire à quel point il remercie, juste parce que c'est le seul qui est sur place. Regardez une petite vidéo avec quelques pastilles de grands champions qui le remercient et pour l'ensemble de sa carrière, le félicitent et lui souhaitent une bonne nouvelle vie. C'est absolument pas à la hauteur de tout ce qu'il a donné au sport. Buenas noches a todos. Las gracias, Et Rafael Nadal, quand il a pris la parole, il a dit quoi ? Il a beaucoup remercié. Il a remercié les proches, le monde du tennis, tout ce que vous voulez. Donc il a énormément remercié. Mais il a surtout insisté sur le fait qu'il était largement allé au-delà de ses rêves. Et toujours sur cette notion d'humilité, de simplicité, en disant que oui, il y a les chiffres, oui, il y a les titres, mais le souvenir qu'il voudrait qu'on garde de lui, c'est ce petit garçon qui venait d'un petit village de Majorque. Je l'ai dit, vous avez suivi l'actualité de Rafael Nadal pendant 20 ans, vous l'avez vu à de multiples reprises, vous l'avez interviewé. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Je dirais qu'il m'a appris qu'il ne faut jamais dire jamais. Nadal, c'est celui qui renonce pas, c'est celui qui se bat, c'est celui qui n'abandonne pas un match. Là où tout le monde serait déjà 20 fois au vestiaire avec un seuil de douleur mais
hallucinant, lui se bat toujours et il considère que c'est manquer de respect à l'adversaire que de sortir du court tant qu'on n'a pas joué la vraie balle de match. Et puis il y a aussi le côté on peut gagner mais sans renier ses valeurs. Donc on n'est pas obligé de tout sacrifier pour gagner, simplement on peut gagner en restant soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui jouent un rôle, qui ont une image publique différente de l'image privée. Nadal, il y a un côté naturel, c'est-à-dire qu'il reste la même personne. Vous allez parler à des basketteurs, des gens qui font des golfeurs, des footballeurs, enfin des gens qui font des sports individuels ou collectifs. Beaucoup vous citeront en exemple du sportif ultime, Nadal, même si c'est pas leur sport. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est comme ça, c'est quand on le regarde, il remue quelque chose. Merci Eric Brunat. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clémentine Spiller. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. On vous invite également à écouter Crime Story, le second podcast du Parisien. Chaque samedi, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.